Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des entretiens politiques de la semaine. Lundi, c'était Clémentine Autain qui était notre invitée sur ce plateau. Elle soutient Jean-Luc Mélenchon et au lendemain du meeting du ministre des Affaires étrangères turc à Metz, elle a indiqué que la France devait avoir une position ferme à l'égard du régime du président turc Erdogan. Je pense que la France devrait avoir une parole ferme, claire, contre le régime d'Erdogan, qui est un régime autoritaire, contre lequel mon mouvement politique se bat. Et donc, je ne partage pas l'attitude de la France à l'égard de ce régime politique contestable. Et ça veut dire là que le gouvernement, François Hollande, s'est montré faible, que la France cautionne finalement le glissement autoritaire du président Erdogan? C'est pas la première fois en réalité que la France cautionne ce régime. On l'a vu dans différents épisodes récents. On n'entend pas beaucoup la voix de la France contester ce régime et c'est une occasion ratée de plus. Donc oui, je trouve assez inquiétant l'attitude de la France. Jean-Luc Mélenchon que vous soutenez. Alors, il faut prendre avec des pincettes les sondages. Aujourd'hui, il est autour de 12-13%. C'est en gros le score qu'il avait fait il y a 5 ans. Comment vous expliquez qu'il semble plafonner un peu aujourd'hui? Il a critiqué le bilan pendant 5 ans de François Hollande, que vous critiquez toujours aujourd'hui. Mais on pourrait imaginer que votre candidat devrait récolter les fruits de tout ça. Et en fait, apparemment pas. C'est un ancien ministre de François Hollande qui semble favori. C'est un peu bizarre, non ? Alors écoutez, je pense que 5 ans de bilan catastrophique pour la gauche, ça pèse sur les épaules de toute la gauche. Et moi, je peux vous dire, je le vois, je suis candidate à l'élection législative en Seine-Saint-Denis et tous les jours, le bilan de ce gouvernement est reproché à la gauche. Donc, faut quand même prendre la mesure de ça. Alors évidemment, nous n'avons pas soutenu ce gouvernement. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, nous l'avons contesté depuis le début. Et donc évidemment, on n'a pas la même perte. C'est-à-dire que le score qui est crédité aujourd'hui dans les sondages pour Jean-Luc Mélenchon est supérieur au score qu'il a réalisé la dernière fois. Donc, et en revanche, le candidat issu des rangs socialistes, même s'il se trouve que c'est un candidat, et c'est une bonne chose, il faut le dire, le fait que Benoît Hamon, à la surprise générale, ait gagné la primaire du Parti socialiste. Il y a un insoumis et un frondeur. C'est un peu bizarre qu'il soit adversaire ou concurrent. Oui, mais enfin, moi je prends acte du fait que le peuple de gauche qui s'est mobilisé dans cette primaire a en tout cas choisi un candidat qui ne soutient pas la politique gouvernementale, qui en a pris ses distances de façon claire et je crois que c'est une bonne chose. Je regrette qu'on n'ait pas réussi à aboutir dans les discussions avec Benoît Hamon, mais en même temps, le calendrier fixé par François Hollande, qui fait que cette désignation a lieu à quelques semaines du dépôt des candidatures, rend les choses difficiles. Donc les responsabilités, si c'est ça votre question, elles sont partagées. Nous avons toutes et tous le devoir de rassembler. Elle pourrait être partagée si aucune gauche n'est au deuxième tour. Vous aurez aussi une part de responsabilité. Oui, mais tout le monde aura une part de responsabilité. Je peux vous dire que la première responsabilité, c'est celle de ce gouvernement. C'est celle de François Hollande, de Manuel Valls, qui se sont entêtés à mener une politique de droite au nom de la gauche. Vous n'arrivez pas à capitaliser, c'est Emmanuel Macron qui capitalise dans cette campagne. Il y a même des communistes qui le rejoignent comme Robert Rue, c'est dire. On parle de vote utile. Le seul vote utile serait Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. D'abord, je pense qu'il y a une bonne machine médiatique qui est en route pour nous expliquer que le seul vote utile serait celui d'Emmanuel Macron, qui bénéficie de soutien dans le monde de la finance, dans le monde médiatique, effectivement, que nous n'avons pas. Mais je crois que Jean-Luc Mélenchon et nos forces politiques mènent une bataille pour redonner des couleurs à la gauche, pour redonner du sens à la politique, pour faire advenir une nouvelle République, et que c'est une bataille d'idées, une bataille de conviction, et je pense qu'elle peut porter ses fruits. Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée, par exemple, il supprime l'état d'urgence qui existe aujourd'hui. Moi, je ne crois pas que l'état d'urgence, aujourd'hui, nous aide à lutter contre le terrorisme. Je le dis très franchement, ce dont nous avons besoin, c'est d'investir dans le renseignement. Ça suppose de l'humain. Nous avons besoin d'avoir des cellules d'écoute. Je vous le disais tout à l'heure, je suis élue de Sevran. L'état d'urgence, ça gêne les libertés, c'est un peu ce que vous dites aujourd'hui ? Oui, c'est utiliser l'état d'urgence pour pénaliser les mouvements sociaux, on le voit. Et je ne vois pas en quoi cela permet de mieux lutter contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, c'est sur le terrain. C'est de l'humain, c'est du partage des expériences, des familles qui sont en souffrance et qui voient parfois leurs enfants dériver, comment on arrive à les protéger, comment on arrive à empêcher leur départ. C'est sur ça qu'il faut travailler finement et non pas par un état d'urgence qui en fait ne permet pas tout simplement de lutter contre le terrorisme. Vous êtes une militante de la cause des femmes, vous avez fait allusion tout à l'heure, je parle du droit à l'avortement, vous voulez l'inscrire dans la Constitution.
Pourquoi? C'est parce que, au fond, vous avez des inquiétudes que d'autres candidats, éventuellement, pourraient... Oui, j'ai des inquiétudes. Revenir sur ce droit. Oui, j'ai des inquiétudes parce qu'il y a ce climat de la manif pour tous, parce qu'il y a eu la victoire de Trump et on sait que pour les femmes, c'est une perspective assez catastrophique. Donc, on a besoin de constitutionnaliser ce droit et de donner les moyens publics pour que les centres IVG ne ferment pas. Vous voyez, le libéralisme économique dans les hôpitaux, ça a des conséquences très concrètes sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Mardi, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, à propos de l'affaire Fillon, a indiqué que toute cette histoire n'a qu'un seul but, l'empêcher de faire campagne. C'est ce que ses adversaires souhaitent, puisque finalement, tout ce qui se passe depuis maintenant 5-6 semaines, ces attaques répétées, incessantes, inédites, par leur caractère généralisé et par leur date, les procédures judiciaires, là aussi inédites sous la Ve République, à ce moment d'une campagne présidentielle, tout ça n'a qu'un but, c'est d'empêcher François Fillon de faire campagne. François Fillon est candidat. Il y a quand même des interrogations, il y a des faits. Vous parlez d'attaques, mais il y a des faits. Par exemple, dans Le Parisien ce matin, on apprend que les virements de Charles et de Marie Millon sur leur salaire, Fillon, sur leur salaire, intriguent les enquêteurs. Bon, ça, ce sont des faits. C'est normal que la justice se pose des questions, et les citoyens français également. Est-ce que vous trouvez qu'il est normal que ce procès soit fait médiatiquement ? Nous sommes là, une fois de plus, de façon très caractéristique, dans un cas de violation de l'instruction. Il y a une violation de l'instruction répétée. Tous les PV d'audition sont dans la presse. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il y ait, à 6 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, contrairement à tous les usages sous la Ve République, vous voulez dire qu'il y a manœuvre, qu'il n'y a pas d'immixtion de la justice dans une campagne électorale, et en plus il y a des violations répétées. D'où viennent ces fuites? C'est des manœuvres? D'où viennent ces fuites? En tout cas, il y a de façon concertée, et on peut le dire, avec des acteurs multiples, il y a une attaque en rafale contre François Fillon. Vous avez des informations? Mais d'où viennent ces attaques? À qui profite le crime? Je l'ai dit au début de cette affaire. Qui a tous les éléments? À qui profite le crime? Qui a les PV d'audition? Qui a les PV d'audition aujourd'hui? Donc les choses sont assez claires. On peut poser ces questions. Mais vous comprenez, Éric Ciotti, vous comprenez quand même qu'on puisse se poser des questions. Par exemple, sur les costumes. Comment demander aux Français de se serrer la ceinture? Mais vous savez, quand quelqu'un est scanné comme l'est François Fillon depuis 6 semaines, perquisitions multiples, est-ce que si ces méthodes étaient utilisées contre ses adversaires... Non, mais un candidat à la présidentielle sait qu'il va y avoir des investigations. C'est totalement ahurissant. Ça pose même un principe démocratique à ce stade aujourd'hui de la campagne. Est-ce que les garanties d'un État de droit sont toujours respectées à ce moment? Je pose la question par rapport à la violence qui est portée contre le candidat de l'opposition aujourd'hui. Juste d'un mot sur le sujet costume, qui n'est pas dans l'instruction. Vous êtes parlementaire, est-ce que vous trouvez normal que le déontologue de l'Assemblée puisse se saisir éventuellement de cette affaire? Je ne sais pas si vous l'appeler comme ça. Il est normal qu'il s'en saisisse, c'est son droit. Mais François Fillon a dit les choses et il n'y a aucun sujet. Pour vous, c'est vraiment la vie privée. C'est un sujet privé, il a dit les choses très, très clairement. Mais tout ça n'a qu'un objectif, c'est d'éviter que l'on parle du fond. Et de façon répétée, et je le dis avec une complaisance de certains médias qui alimentent en permanence ce tombereau d'insultes, cette campagne de caniveau, pour empêcher l'alternance, parce qu'aujourd'hui, il y a un candidat de la continuité, il y a un candidat du système, c'est M. Macron. Certains veulent le faire élire par tous les moyens. Je pense que M. Hollande est dans une complicité d'abord dissimulée, mais de plus en plus avérée avec M. Macron, et que M. Macron est la bouée de sauvetage du système Hollande, et que tous ceux qui sont dans ce système complices et complaisants, aujourd'hui, veulent faire en sorte qu'ils se maintiennent à flot. BFM Macron, dit le Front National. Est-ce que vous pointez, vous aussi, le soutien de certains médias à Emmanuel Macron? Il y a des groupes de presse, et notamment celui qui est dirigé par M. Drahi, qui, il est assez clair, est assez évident, soutiennent aujourd'hui ouvertement M. Macron. Dans quel but? Voilà, dans le but de le faire élire président de la République. Ça, c'est manifeste. Après, à chacun de retrouver les liens historiques, anciens, passés, entre ces groupes et entre M. Macron. Mais vous voulez dire qu'il y a selon vous des liens
passer entre Emmanuel Macron et Patrick Drahi? En tout cas, il y a un soutien très clair de ce groupe de presse pour M. Macron. C'est une évidence. Christophe Castaner, député des Alpes de Haute-Provence et soutien d'Emmanuel Macron, qui était notre invité mercredi, est revenu sur le refus de Manuel Valls d'accorder son parrainage à Benoît Hamon et indiqué comprendre le choix de l'ancien Premier ministre. Benoît Hamon a voté une motion de censure pour faire tomber le gouvernement de Manuel Valls. Toute la difficulté pour de nombreux parlementaires du groupe socialiste, c'est que c'est le chef des frondeurs, celui qui a immobilisé l'action gouvernementale pendant 5 ans, qui se retrouve le représentant du parti. Donc je peux comprendre que pour Valls, je ne parle pas en son nom. Des primaires, c'était un engagement ferme, une promesse. Oui, enfin, je crois que Benoît Hamon s'est affranchi de cette promesse aussi en allant tout de suite dealer avec Europe Écologie Les Verts, y compris sur le dos de certains de ses petits camarades. Je crois que cette vieille politique-là, elle est un peu derrière nous, elle est un peu morte, et je ne peux pas, moi, m'exprimer au nom de Manuel Valls. Oui, mais si on comprend bien, ce matin, vous volez un petit peu au secours de Manuel Valls. Non, je ne peux pas m'exprimer en son nom, mais moi, j'ai écrit à Jean-Christophe Cambadélis pour lui dire que je ne pouvais plus être socialiste si on exigeait de moi que je soutienne Benoît Hamon. Donc, je remarque que Manuel Valls a une cohérence proche de la mienne, mais il n'empêche que je ne soutiens pas Manuel dans ses démarches et je ne suis pas son porte-parole, vous le savez bien. Et il y a cette proximité dont vous parlez ce matin. Est-ce souhaitable que Manuel Valls soutienne finalement Emmanuel Macron avant le premier tour de la présidentielle, qu'il y ait un signe? Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'aller dans ce sens-là, mais bon. Nous, on ne souhaite rien. On ne demande rien. Emmanuel Macron, il parle directement avec les Français. Mais pourquoi? Ça serait plus un caillou dans la chaussure qu'autre chose, le fait que Valls se dise j'appelle à voter Non, mais je crois que Valls est un homme libre et donc il fera ce qu'il veut. Oui. Emmanuel Macron ne le sollicite pas et donc il appartient à Emmanuel. Mais vous aimeriez qu'il le fasse ou pas? Moi, je crois que Manuel et Benoît sont enfermés aujourd'hui dans la conquête du Parti socialiste et préparent déjà la suite. Ils ont intégré la logique de la défaite du candidat Benoît Hamon. Et donc moi, je ne suis pas dans cette logique. Nous sommes plutôt dans la logique d'une conquête électorale autour d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit et répond: je n'ai pas ouvert une maison d'hôtes. En fait, il ferme la porte au nez de Manuel Valls. Il fallait faire un exemple. Il l'invite à venir ponctuellement, c'est le principe de la maison d'hôtes. Non, plus sérieusement, effectivement, nous ne voulons pas être le PS bis, l'UDI bis, nous ne voulons pas non plus être l'auberge de tous ceux qui ne se retrouvent pas dans François Fillon, nous voulons être une force de proposition. François Fillon a été mis en examen hier pour de présumés détournements de fonds publics. Est-ce que ça change le cours de la campagne présidentielle pour vous ? Ça l'a changé parce que depuis un mois, on voit bien qu'on ne parle plus du fond et qu'on parle que des affres successifs des mauvaises pratiques de François Fillon. J'ai vu que même le président du Sénat, qui, dans la maison de laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, était très étonné du caractère cupide de l'homme. Donc oui, il y a un côté... Il a démenti ses propos. D'accord, bon. Il y a un côté coupé de la réalité. Mais dans le Canard enchaîné, souvent, en fait, on retrouve des propos qui sont démentis régulièrement après parce qu'ils sont un peu trop violents. Et l'ouverture d'une enquête préliminaire, sur les conditions du voyage d'Emmanuel Macron à Las Vegas, ça peut perturber les choses aussi dans cette campagne ? Non, parce que Emmanuel Macron n'est pas du tout une agence de publicité liée au ministère. En fait, la France est toujours présente via Business France dans les grands rendez-vous internationaux comme le 16 de Las Vegas. Ça vous gêne pas et il y a Emmanuel Macron, ça ne gêne pas. Le fait qu'il y ait eu peut-être un non-respect du code des marchés publics par Business France me gêne et je suis ravi qu'il y ait une information qui soit ouverte sur ce sujet. Et si il y a eu un dysfonctionnement, il faut sanctionner ce dysfonctionnement. Le code des marchés Emmanuel publics Macron ne se sent pas concerné, c'est ça ma question. Mais d'abord, Business France le dit, Michel Sapin qui a déclenché l'inspection générale le dit, l'inspection générale le dit. Donc attention, ne faisons pas d'amalgame. Il y a eu une manifestation. Il y a eu une manifestation de Business France à laquelle Emmanuel Macron a participé. Il a dormi dans un hôtel où j'ai pu noter que les chambres les plus chères étaient à 300 €. Voilà la réalité de ce dont on parle. Là, ça sort dans le Canard enchaîné après l'affaire Fillon. Donc on peut se demander, est-ce qu'on cherche des poux en ce moment à Emmanuel Macron? Mais qu'on soit très exigeant. Vous avez ce sentiment? Non, qu'on soit très exigeant sur tous les hommes politiques qui sont candidats à la présidence de la République, c'est une évidence, c'est nécessaire et on doit l'être avec Emmanuel Macron aussi. Mais qu'on ne fasse pas d'amalgame. Là, il s'agit de Business France qui représente la France à l'étranger, qui aurait fait une erreur, peut-être grave, le mot erreur peut être trop faible, dans l'attribution d'un marché sans respecter le code des marchés publics. Ça ne concerne pas Emmanuel Macron ni son cabinet qui n'ont donné aucune instruction et qui ne sont pas dans un rapport de hiérarchie sur Business France. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut faire la totale transparence, y compris sur Emmanuel Macron. Marine Le Pen dit que Emmanuel Macron serait son candidat préféré au deuxième tour. Et pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen, c'est la garantie d'être président de la République ?
Emmanuel Macron a lancé sa campagne dès la Mutualité le 12 juillet en disant « Je ne me résigne pas à un second tour avec Marine Le Pen, je ferai tout pour empêcher Marine Le Pen d'être au second tour ». C'est ça son engagement. Le lendemain de sa déclaration de présidentielle à la présidence de la République, il se rend à Marseille, il va sur les terres de Stéphane Ravier. Vous ne répondez pas vraiment à la question, je comprends ce que vous voulez dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, l'adversaire, et vous demandez ça à quelqu'un qui s'est retiré lors des élections régionales pour faire voter Christian Estrosi, pour empêcher le Front National. C'est notre ADN, le combat contre le Front National. Donc on se fiche de savoir si elle est battue au second tour. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit battue dès le premier tour. Une folie psychologique et une faute politique. C'est la réaction de Gilbert Collard, le député FN apparenté du Gard, à la déclaration du ministre de la Justice qui avait laissé entendre la veille que les conditions étaient réunies pour une levée de l'état d'urgence. En pleine campagne présidentielle, alors que la violence est quand même partout, oser dire que la période de l'état d'urgence ne semble plus nécessaire me paraît une folie psychologique. Une faute politique. Une faute politique, une erreur tactique même. C'est un peu comme si on provoquait les terroristes. C'est un peu comme si on leur disait les feux passent au vert, vous pouvez y aller. C'est un peu ça que vous dites. Oui, et en même temps, ça veut dire aussi, allez, c'est terminé. C'est terminé. Le terrorisme ne nous inquiète plus, on n'a plus de raison de prendre les mesures de protection. Ce qui est vrai, c'est que cet état d'urgence n'a pas empêché les nuits debout, n'a pas empêché qu'on incendie des fonctionnaires de police, qu'on agresse une policière de la BAC au point de la défigurer, que des tirs de mortier aient lieu dans un lycée. La manifestation en faveur de François Fillon l'autre jour. La manifestation, mais là, elle n'a pas été violente, celle-là, cher. Non, mais c'était une manifestation quand même. Non, attendez, mais entre la manifestation en faveur de François Fillon et la manifestation des nuits debout, des zadistes et, on a bien compris. Et compagnie, c'est quand même pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes confettis que les policiers reçoivent. Hein. C'est un des thèmes de cette campagne présidentielle. Est-ce que vous êtes favorable au retour de la police de proximité dans les quartiers, dans les villages, etc. Écoutez, j'ai été un des premiers à mettre en cause la suppression par Gaston Defferre. On l'a oublié, cela. Des commissariats de quartier. Ça remonte à l'époque de Gaston Defferre. Donc vous dites qu'il faut un retour de la police de proximité si Marine Le Pen est élue présidente, par exemple. Mais moi, je vais beaucoup plus loin. Je suis pour le rétablissement des commissariats de quartier. À l'époque, vous aviez un juge de paix dans le quartier. Vous aviez le commissaire qu'on pouvait aller voir, auquel on pouvait éventuellement fournir des renseignements. Oui. Gaston Defferre, dans une espèce d'erreur monumentale, et j'en avais discuté avec lui à l'époque du reste, avait décidé de fermer les commissariats de quartier. Police de proximité armée ou pas? Police de proximité armée d'un pistolet, d'un sifflet et d'une matraque. Gilbert Collard, un ex-dirigeant identitaire suspendu du Front National en vue de son exclusion suite à des propos négationnistes tenus dans un documentaire télé, vous le savez. Est-ce que c'est la preuve qu'il y a toujours des brebis galeuses au Front National, que le ménage n'a pas été fait ni terminé? Écoutez, nous avons des Mehdi-Mécla. Nous avons des Mécla. Voilà. Vous les avez chez vous, puisque Mécla, vous fréquentez... Chez nous, non, à Public Sénat, non. Bravo, c'est bien. Vous faites bien de le dire, parce que on l'a vu avec insistance. Peut-être d'autres confrères, mais pas ailleurs. Bon, ailleurs qu'ici. Ailleurs qu'ici. Plein de chaînes de télé. Oui. Bon, nous avons quelquefois, hélas, un ou deux Méclas. Voilà, c'est vrai. Et il faut les virer tout de suite, ce que Marine a décidé de faire. Mais ce que je trouve extraordinaire, si on peut se parler librement, dans un pays libre, avec une information libre, puisqu'on n'est pas ici chez M. Drahi. Hein. Bon. C'est un thème récurrent, Patrick Drahi, au Front National. Ah ben c'est parce que c'est une réalité. Voilà, donc la réalité est récurrente, bien évidemment. Bon, la manière dont C8 se comporte, la manière dont ce reportage est fait, est absolument scandaleuse, quoi. C'est des comportements de flics d'Ancien Régime, quoi. On vient sans dire qu'on est journaliste. On prétend qu'on fait de l'immersion, c'est ça, comme si on était des sous-marins. Vu la situation de François Fillon, aujourd'hui, est-ce que, finalement, vous êtes en train de faire, ou vous souhaitez faire, une OPA sur les Républicains? Clairement. Non, je crois pas. Je crois que on est dans la situation du glissement de terrain politique. Cet électorat vient vers nous parce qu'il se rend compte que nous, on pactise pas avec ceux-là même qui les assassinent. Quand on voit M. Estrosi, par exemple, qui mène campagne contre le Front National, qui se fait élire par la gauche, mais c'est un traître. Enfin, il est en train... Estrosi est un traître.
Mais moi, je le dis très clairement, je pourrais lui dire, s'il était en face... Donc ça veut dire que demain, tous ceux qui vont se réunir contre Marine Le Pen, si jamais elle était au second tour de la présidentielle, seront des traîtres. Mais pourquoi vous... Non, mais je sais pas, je vous pose la question. Ouais, non, mais posez pas. Alors, si vous posez la question, mettez un point d'interrogation, un point d'exclamation. Bon. Seront des traîtres. Bon, voilà. Bon, ce que je veux dire, c'est que quand on a affaire à un homme comme M. Estrosi, par exemple, qui a eu le comique de se prendre pour papy fait de la résistance, en plus, en s'appelant le résistant, vous vous en souvenez, bon, qui a été proche du Front National à une époque, en plus, bon, qui se fait élire avec les voix socialistes, lesquels socialistes il combat, et qui aujourd'hui se prétend indépendant des socialistes, alors qu'il a été élu grâce à eux, qui sont en train de poignarder Fillon. Mais si c'est pas un traître, c'est quoi ? C'est quoi ? Vendredi, sur ce plateau, Jean-Baptiste Lemoyne, le sénateur apparenté LR de Lyon, a réagi à la demande d'exclusion de son parti, les Républicains, suite à l'annonce de son soutien à la candidature d'Emmanuel Macron. Élu en indépendant sur un programme, une profession de foi, voilà, où j'avais marqué de ma main que je avais comme objectif la moralisation de la vie politique. Donc aujourd'hui, nous y sommes. Nous y sommes parce que François Fillon, depuis le 25 janvier, est empêtré dans un certain nombre d'affaires qui sont vraiment déplorables. Et il avait pris des engagements forts devant les Français, à la télévision, les yeux dans les yeux, devant des millions de Français, en disant « 6 mois, j'étais mis en examen, je serai amené à renoncer ». C'est uniquement ça. Attendez, ce qui est important, c'est la crédibilité de la parole politique. Et moi, justement, quand j'ai vu qu'il reniait cette parole, j'ai décidé de reprendre ma liberté. Et effectivement, je me suis tourné vers Emmanuel Macron parce que je ne voulais pas me résoudre à un vote blanc. J'entends beaucoup de gens de droite qui sont déboussolés. Quand on vous écoute, on a l'impression que c'est un vote opportuniste, un vote par défaut. Non mais attendez. Si François Fillon n'avait pas été mis en examen, vous seriez resté derrière François Fillon ? Je peux vous dire que, ayant rencontré mercredi Emmanuel Macron, ayant lu attentivement son programme le week-end dernier, je peux vous dire qu'il y a véritablement dans l'enthousiasme qu'il suscite, qu'il génère. On le voit d'ailleurs dans un certain nombre de réunions qu'il mène. Et moi, avec lui, j'ai envie qu'on refonde totalement. C'est un combat générationnel aussi. Vous avez raison. Nous avons à peine 40 ans tous les deux, même pas. Et nous avons envie peut-être de mettre de côté un certain nombre de dogmes idéologiques pour aller à l'efficacité. Vous pouvez nous citer une mesure d'Emmanuel Macron ? Oui, bien sûr. Alors par exemple, sur le régalien, moi, j'adhère à 100% sur la création de 10 000 postes de policiers et gendarmes. J'adhère à 100% avec la création de 15 000 places de prison. J'adhère à 100% avec un budget de la défense porté à 2% du PIB. Et en matière économique et sociale, j'ai été rapporteur de la loi travail ici au Sénat. On est dans la même philosophie. Une philosophie d'ailleurs qui est celle de la droite, c'est-à-dire de décentraliser le dialogue social. Ça ne dérange pas de refonder avec des socialistes. Manuel Valls a rencontré François Bayrou la semaine dernière. Attendez. On voit que Manuel Valls fait un pas vers Emmanuel Macron. Ça ne vous dérange pas, ça ne vous gêne pas. On refonde avec des gens qui sont issus du centre, comme François Bayrou, Jacqueline Gouraud. On refonde avec des gens qui, oui, effectivement, viennent du centre-gauche ou de la gauche, mais parce qu'à un moment, c'est plus forcément ce clivage-là qui est le plus opérant, le plus opérationnel. Regardez, hier, Emmanuel Macron était à Berlin, auprès de la chancelière Merkel. Et bien là-bas, effectivement, la grande coalition est aux manettes. Et on a vu qu'un certain nombre de réformes, peut-être, peuvent se faire dès lors qu'on évite de se jeter la patate chaude, de dire, regardez, c'est la droite, c'est la gauche, etc. Voilà. Est-ce que vous avez prévenu Alain Juppé de votre choix ? Tout à fait, je l'ai prévenu, je lui ai mis un message et qu'est-ce qu'il m'a répondu, tout à fait. Et lui, naturellement, il était candidat à la primaire, donc il est fidèle à cet esprit-là. Il a parrainé François Fillon. Exactement, mais je peux vous dire qu'il comprend, en tous les cas, et il trouve courageux et honnête. Vous appelez ce matin ceux qui n'osent pas franchir le pas à y aller franchement. Tout à fait. Moi, je dis vraiment, je lance un appel aux électeurs de la droite et du centre en leur disant « N'ayez pas peur, vous y réfléchissez ». Eh bien, faites comme moi. Le 23 avril, glissez un bulletin de vote Emmanuel Macron et même rejoignez-nous. La crédibilité de la parole d'Emmanuel Macron, s'il était élu, quant à la sécurité des établissements scolaires, après la fusillade qui s'est produite dans un lycée de Grasse, par exemple. On a déjà fait beaucoup pour sécuriser les établissements. Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il ferait dans l'absolu ? On est en état d'urgence. Non, mais dans l'absolu, il met les moyens. Je vous dis, 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Il pose un véritable défi éducatif, puisque justement tout se fait à l'école et il souhaite dédoubler les classes de CP et de CE1 dans les zones d'éducation prioritaire, pour avoir des classes de 12 élèves, pour que, au moment où tout se forge dans l'esprit d'un enfant, eh bien on donne à tous le maximum de chances de pouvoir s'épanouir, apprendre et avoir les bases pour
pour l'avenir. Donc au contraire, l'éducation est un sujet majeur et je crois que c'est celui qui a quasiment les propositions les plus innovantes de ce point de vue-là. Jean-Baptiste Lemoine, TV5 Monde est partenaire de cette matinale d'info. Vous serez donc regardé par les Français de l'étranger. La présidentielle ne donne pas envie aux expatriés de rentrer en France. C'est aujourd'hui une enquête qui est dans le Figaro. Ça vous étonne? Et ce que j'entends aussi, j'ai eu beaucoup de messages de Français établis hors de France qui me disent, vous n'imaginez pas l'image que les affaires de François Fillon renvoient de la France. Parce que vous savez, les ministres des gouvernements scandinaves, quand ils achètent 3 bonbons Haribo avec la carte bleue du ministère, ils se font virer. Alors, je peux vous dire que quand on voit l'échelle des sujets qui se posent aujourd'hui à François Fillon, l'étranger nous regarde avec des yeux hallucinés. Hein. Donc, je crois qu'il est temps un peu de normaliser tout ça. Voilà, c'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Au revoir.